Est-ce que j'ai une tête à vendre du jeu vidéo? Pas trop. Pour tout vous dire, le PDG d'Ubisoft, à l'entretien d'embauche, n'en était pas complètement convaincu. Il m'a carrément posé la question en entretien. Et puis je suis toujours là 25 ans plus tard et je continue à innover dans le jeu vidéo. Ubisoft a été créé en 1986 par 5 frères bretons. Aujourd'hui, c'est près de 20 000 talents dans plus de 50 pays. C'est un des leaders mondiaux du jeu vidéo. C'est des marques comme Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Les Lapins Crétins, Just Dance. Si vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent normalement. Ubisoft est rentré en bourse en 1996. Aujourd'hui, le capital est assez éclaté. Les fondateurs ont encore 15%. C'est toujours le même PDG, Yves Guillemot, depuis 35 ans. Donc eux ont 15%, les salariés ont 5%, et on n'a aucun autre actionnaire qui a plus de 5%. On a cette volonté de rester indépendant. Vous avez certainement suivi l'épisode Vivendi, où Vivendi, on a eu la menace pendant 2 ans et demi d'une OPA hostile, et tout le monde s'est battu, à la fois au niveau du management, au niveau des salariés, et au niveau même des consommateurs qui se battaient pour l'indépendance d'Ubisoft, parce qu'ils avaient compris l'importance de conserver cette liberté créative. Le jeu vidéo, c'est des budgets énormes. Alors Ubisoft, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, mais développer un jeu comme Assassin's Creed, ça prend 4 à 5 ans, c'est 800 à 1000 personnes sur plusieurs pays, c'est 80 à 100 millions, merci, 80 à 100 millions d'euros de développement. Donc par nature, on ne parle pas d'export, c'est une notion qui n'existe même pas chez nous. Les produits eux-mêmes sont internationaux et s'inscrivent dans ce marché international qui représente 160 milliards d'euros chaque année. Ça inclut aussi le mobile, donc jeux PC, jeux console et jeux mobile. Pour vous donner encore un autre chiffre qui fait tourner la tête, c'est la récente acquisition par Microsoft d'Activision Blizzard, avec des marques comme Call of Duty, World of Warcraft, ou même Candy Crush, ça vous connaissez, vous jouez sur vos téléphones peut-être, pour 70 milliards de dollars. Des acquisitions monumentales. Alors, le jeu vidéo, c'est une industrie un peu particulière, parce que c'est un savant mélange de technologie et d'art. Donc en fait, c'est une rencontre, en fait, des fois on ne sait pas trop à quel ministère on rapporte, là, normalement c'est le ministère de la Culture, mais on peut être aussi ministère de l'Industrie ou numérique. C'est une industrie qui se saisit de toutes les innovations technologiques, qu'elles soient software, hardware, pour inventer des nouvelles façons de jouer. Par exemple, quand Apple a popularisé l'écran tactile, nous on a dû réinventer les interfaces. Quand Nintendo a inventé la Wii, on a dû inventer des jeux qui forçaient le joueur à se lever de son canapé. Vous croyez que le joueur il est avachi dans son canapé, mais ça c'est terminé. On a aussi une particularité chez Ubisoft qui est celle de, ça c'est vraiment dans la culture d'entreprise, c'est cultiver la singularité des individus. En fait, pourquoi les gens restent aussi chez Ubisoft? Parce qu'ils peuvent être eux-mêmes, mais ils participent à des enjeux collectifs. Et on a besoin de cette variété et que chacun reste soi-même, tout en étant attaché, engagé, en portant l'emblème, pour reprendre les mots d'Eric hier, avoir cet engagement au service du collectif. Mais on garde un très fort esprit d'entreprendre, qui émane du PDG, qui reste un entrepreneur dans tout, dans son quotidien, et qui diffuse vraiment partout dans la société, qui fait que les projets viennent du terrain. C'est pas un jour Yves Guillemot qui se dit « Tiens, j'ai une super idée, on va faire un jeu avec un gars à capuche, on va mettre ça dans le temps des 3e croisades, ça va être un jeu de combat, d'exploration-aventure. » C'est pas comme ça que ça se passe. Tout vient du terrain. Et puis, c'est des choses qui sont en réaction, en opportunité. Je vous donnais un exemple. On avait sorti en 1995 un jeu Rayman. Vous vous rappelez peut-être de ce jeu avec un personnage un peu rigolo, pas de bras, pas de jambes. Donc il avait des mains et des pieds, pas de bras, pas de jambes. Alors pourquoi il avait pas de bras et pas de jambes? Tout simplement parce que c'était extrêmement difficile d'animer de façon réaliste des bras et des jambes. Donc on lui a mis des mains et des pieds, mais on n'a pas mis les bras et les jambes. Ok, donc ce petit personnage fait sa vie, on fait plusieurs jeux, etc. Au moment du lancement de la Wii, on regarde un peu notre catalogue et on se dit, qu'est-ce qu'on a comme marque qui pourrait aller sur cette console qui va être familiale? On avait plutôt des jeux pour les adultes. On se dit, tiens, on va faire un jeu Rayman.
Donc notre équipe à Montpellier commence à développer le jeu, se dit il faut qu'on crée des petits ennemis. Donc ils ont inventé les lapins crétins, qui étaient au départ donc vraiment les ennemis de Rayman. On sort le jeu cartonne, tout le monde adore, et tout le monde adore les lapins crétins. L'année d'après, on se dit on va faire un jeu que lapins crétins. C'est comme ça que cette licence des lapins crétins est née et a pu être ensuite déclinée un peu partout. Et puis, à l'intérieur de ce jeu lapin crétin, il y avait un mini-jeu, c'est des jeux très familiaux, plein de petits jeux, un mini-jeu de danse, avec un bonhomme en fil de fer. Jeu de chorégraphie, on doit reproduire les chorégraphies juste avec ce petit personnage bonhomme fil de fer. Ça marche très très bien. Et un directeur créatif chez Ubisoft dit mais moi j'ai une idée, je vais reprendre ce petit truc bonhomme fil de fer et je vais faire un jeu qui est vraiment un jeu de chorégraphie. Donc en fait on part quand même de Rayman pour arriver à Just Dance qui est un carton mondial et qui reste la référence en fait dans les jeux de musique et de danse. Donc c'est pour vous montrer juste à quel point même dans une grosse boîte de 20 000 personnes qui a 35 ans, qui est dans le top 5 des éditeurs mondiaux de jeux vidéo, on arrive encore à avoir cette innovation qui vient du terrain. On a aussi une innovation qui est souvent due à la contrainte. La contrainte, qu'elle soit technologique, qu'elle soit financière, qu'elle soit culturelle, en fait, elle crée l'innovation. Et on le sait bien, quand on a un univers qui est limité, on est encore plus créatif pour arriver à briller. Moi, si je regarde dans mon parcours, j'étais recrutée au marketing, j'ai fait 3 ans de marketing, j'avais pas de budget parce que je travaillais sur des jeux qui étaient tout petits, de la simulation de jeux historiques au tour par tour. Donc vous imaginez les batailles napoléoniennes façon jeu d'échecs. J'avais des jeux de simulation de vol, alors je ne savais même pas les installer, je prenais un stagiaire pour les installer, j'étais incapable de faire décoller l'avion. Et faute de budget, j'ai monté des partenariats. Mais j'ai réussi à monter des partenariats avec l'Aéroclub de France, avec toutes sortes de magazines ou d'organismes qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Donc déjà, pour moi, c'était regarder vers l'extérieur pour trouver les solutions. Ensuite, pendant 10 ans, j'ai fait du business development. Mon rôle, c'était d'identifier des jeux prometteurs et de les ajouter au catalogue. Ubisoft était né comme une boîte de distribution avant de développer ses propres jeux. Donc au début, je prenais ce qu'il y avait, et puis petit à petit, au bout de 10 ans, je signais des gros contrats avec des Japonais, etc., ou des Américains. Et là, j'avais pas toujours des très gros budgets non plus, et là, la créativité, elle était dans les business models. Et en fait, j'ai fait ça pendant 10 ans, parce que à chaque nouveau contrat, j'inventais un nouveau business model. Et j'avais en plus le contrôle de gestion ou le département juridique qui me suivait dans mes délires business et qui arrivait à inventer les business models avec moi. Ensuite, pendant 5 ans, j'ai géré un département de production. Mais là, il a fallu gérer des gens dont je ne savais pas du tout faire le métier, des programmeurs, des game designers, des level designers. On a un catalogue de métiers chez Ubisoft qui est énorme et on continue à en inventer tous les jours. Depuis qu'il y a des jeux free-to-play, ces jeux qui sont gratuits et sur lesquels on a des microtransactions à l'intérieur, on a des economic designers à l'intérieur des jeux aussi. Et puis depuis 6 ans, je développe des nouvelles activités. Donc c'est là que... Ah, voilà. Je développe des nouvelles activités pour innover au-delà du jeu vidéo. Alors pourquoi je fais ça? D'abord pour nos joueurs, pour qu'ils retrouvent leurs univers ailleurs. Par exemple, quand on fait du concert symphonique immersif avec les musiques d'Assassin's Creed, là c'est d'abord pour nos joueurs. Mais vous pouvez prendre des billets, la première est au Grand Rex le 29 octobre si vous voulez. C'est du vrai concert symphonique qui est avec des musiques épiques. C'est aussi pour aller toucher des nouveaux publics qui sont peut-être pas encore joueurs ou qui n'ont pas l'âge de jouer par exemple ou juste tout simplement pas l'envie et leur faire découvrir nos univers à travers des attractions, à travers par exemple une petite chasse au trésor en réalité augmentée dans les jardins du château de Versailles. Donc là, on a fait rentrer les lapins crétins au château de Versailles. Bon, Catherine Pégard, après, m'a dit je me suis fait pas mal critiquer pour ce truc-là, mais je suis hyper fière de l'avoir fait. On utilise aussi le jeu vidéo pour augmenter l'engagement dans des activités quotidiennes. Par exemple, on a travaillé avec Colibri, la brosse à dents connectée, qui est une start-up française. On utilise aussi le jeu vidéo pour illustrer des nouvelles technologies. On l'a fait avec Air France et Lacteco Air sur la technologie LiFi, donc un peu comme le Wi-Fi, mais en passant par la lumière. Donc moi, je peux vous parler des heures de ce que je développe comme business dans les attractions, dans la santé. Et c'est des vrais business. Alors, parfois, ça gagne de l'argent, parfois, ça n'en gagne pas. Mais en tout cas, il y a toujours une... je ne fais pas du tout du prototype. Moi, je développe des projets
avec des partenaires externes et des projets qui vont être montrés, qui vont être utilisés. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Puis j'ai la chance de travailler dans une industrie sympa, donc il n'y a pas beaucoup de mots sur mes slides et surtout des images. On a travaillé avec Renault sur un projet en innovation qui visait à montrer sur route ouverte, sur la 13 à côté de Paris, une démo de voiture autonome niveau 5. Niveau 5, c'est la voiture dans laquelle on peut dormir. C'est la voiture autonome, complètement autonome. Open Innovation avec les partenaires que vous voyez là, donc gros projet international, mais eux-mêmes, chez Renault, avaient une équipe qui ne dépendait ni de la recherche ni du design. C'était une petite équipe qui pouvait aller chercher les ressources, mais qui par contre avait sa liberté de décision et ses budgets, et qui pouvait être du coup beaucoup plus libre que le fonctionnement habituel chez Renault. Ils nous ont contactés en disant « on voudrait ajouter de l'entertainment dans cette démo sur route ouverte qui était destinée à une centaine de journalistes du monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme expérience qui montre que la voiture est connectée à son environnement, c'est-à-dire qu'elle reconnaît son environnement, les autres voitures, la route, une expérience qui ne soit jouable que dans la voiture et pas dans le salon, et une expérience qui procure de l'évasion ». Bon, le pitch est clair, mais il est un peu difficile, hein, parce qu'un jeu qui n'est jouable que dans la voiture et pas dans le salon, c'est un peu chaud quand même. Et donc, on a réfléchi, et puis finalement, on a proposé de la réalité virtuelle. Et la communication chez Renault a accepté la réalité virtuelle, le fait qu'on mette un casque sur la tête du conducteur. Et on a fait une expérience de réalité virtuelle où on commence, comme vous le voyez, par une vision à peu près réaliste de la route pour que les journalistes qui étaient au volant soient pas trop perdus. Et on avait vraiment à l'intérieur du casque, on avait récupéré un modèle 3D de la voiture, on voyait où on mettait nos mains, etc. Ensuite, on passe sur une vision futuriste de la route. Mais vous voyez les petites lumières, puis vous avez vu les voitures juste avant. La voiture repère son environnement et elle sait où sont les voitures. Et puis ensuite, la route disparaît et on a l'impression de voler. Vous vous dites, bon ok, c'est un film qu'elle est en train de nous montrer. Mais en fait, pas du tout. C'est du temps réel. C'est fait avec un moteur de jeu vidéo. Quand vous êtes dans un jeu de course, normalement, vous avez un contrôleur, vous allez plus ou moins vite, vous tournez à droite ou à gauche. Mais là, vous n'avez pas de contrôleur. L'input qui fait que vous allez aller plus ou moins vite, ou vous allez changer de fil, il vient des données du trajet en temps réel. Personne n'avait fait ça avant. Alors, on a un casque de réalité virtuelle branché à un PC qui est branché sur la voiture, qui récupère en temps réel le déplacement de la voiture, à la fois son accélération et puis ses mouvements latéraux. Ça permet d'avoir une correspondance parfaite entre le message qui arrive au cerveau par l'intermédiaire du regard, par les yeux, ce qui arrive dans le casque, et ce qu'on sent au niveau de l'oreille interne. Donc on a une expérience qui est extrêmement confortable et qui fait que ceux qui ont eu la chance de tester l'expérience en réalité virtuelle le voient, on a l'impression d'être là-bas, on y croit, on arrive à tromper le cerveau. Et quand on a des expériences qui sont cohérentes, confortables, on se laisse aller et on a effectivement cette possibilité de procurer l'évasion. Ça a extrêmement bien fonctionné avec les journalistes. On avait cette photo en illustration de tous les articles. Ça a permis à Renault de se différencier des petits copains qui font exactement les mêmes démos de voitures autonomes. Et puis en plus, on a tout le COMEX de Renault qui a testé aussi, y compris celui qui voyage dans une malle. Et le COMEX de Renault, en fait, a tellement été bluffé qu'ils ont demandé que tous les décideurs chez Renault testent aussi l'expérience, pas parce que ça va ouvrir des possibilités en termes de business, etc., mais pour se rendre compte à quel point le comportement dans la voiture allait changer. Et si on se projette peut-être à 10 ans, à 15 ans, quand on aura ou 20 ans, je ne sais pas, quand on aura des voitures autonomes, le plaisir de conduire, il ne sera plus là. On ne fera plus de conduite dans la voiture. Donc il va falloir proposer autre chose, même pour le conducteur. Et du coup, on a aussi 600 personnes chez Renault qui ont testé cette expérience. Alors là, je passe à un autre sujet. Au moment de l'incendie de Notre-Dame, tout le monde a partagé des photos, des vidéos, des souvenirs de visite de Notre-Dame. Et les joueurs du monde entier, eux, leur souvenir de Notre-Dame, c'était Assassin's Creed, un jeu qui est sorti 5 ans plus tôt, jeu historique d'Ubisoft, qui explore différentes périodes historiques et qui avait exploré la Révolution française. Et dans ce jeu, on avait représenté plusieurs monuments, dont Notre-Dame. Et déjà à l'époque du jeu, cette représentation de Notre-Dame, qui est vraiment du travail de graphiste, il y a 5000 heures de travail pour représenter Notre-Dame, là, avait été saluée, etc. Et les joueurs ont posté ce genre d'images.
tout ça, c'est filmé à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour ceux qui ne jouent pas ou qui n'ouvrent pas la porte de la chambre de leurs ados pour voir quand ils jouent. Voilà un peu le type de qualité qu'on a dans le jeu vidéo. Et quand on voit ça, on comprend aussi pourquoi les gens y passent du temps. Et quand on rajoute toute l'interaction et l'intérêt de ce qui se passe à l'intérieur, on comprend mieux. Après l'incendie, Ubisoft a joué son rôle d'entreprise responsable. On a donné de l'argent pour la reconstruction. On a aussi mis le jeu à disposition gratuitement pour que ceux qui ne l'avaient pas puissent le télécharger et y jouer. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est un jeu pour les plus de 18 ans. Puis tout le monde n'a pas envie de jouer à Assassin's Creed. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de faire visiter quand même la cathédrale à n'importe qui? Est-ce que je peux le faire visiter à mes parents, à mes enfants qui n'ont pas l'âge de jouer? J'ai demandé à mon équipe d'extraire le modèle 3D qui était à l'intérieur du jeu. Donc, puisque c'est un jeu sur PC et sur console, extraire ce modèle 3D et de développer sur cette base une visite virtuelle de la cathédrale, pour des casques de réalité virtuelle. Ils ont fait ça très rapidement et en 2 mois, on pouvait visiter la cathédrale. On a montré ça à l'UNESCO, je vous ai montré quelques images là. Et on l'a montré aussi aux acteurs du chantier. You're able to really just have a moment where you're taking in the beauty and the architecture of the structure. So I think that's a unique experience provided by the VR. Pour ceux qui n'ont peut-être pas la chance de venir à Paris, c'est aussi une manière de découvrir le bâtiment. You had really the feeling to be inside Notre Dame or on the top. It's very fun and it gives you a lot of emotions. Donc j'ai eu la chance de le montrer là, merci. Donc vous pouvez le tester, je pense qu'à la pause, on pourra vous montrer avec les casques. C'est une expérience de 5 minutes qui vous permet juste de visiter. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, vous n'avez même pas de manette dans les mains. La seule chose que vous faites, c'est vous promener. Je l'ai montré aussi aux acteurs du chantier à l'occasion d'un événement au ministère de la Culture. Il y avait les tailleurs de pierre, les vitraillistes, il y avait l'architecte en chef, Villeneuve, il y avait le général Georgelin. Et Monseigneur au petit, quand il a enlevé le casque, il m'a dit « Est-ce qu'on peut faire une messe à l'intérieur ?» Bon, on ne l'a pas fait. Et puis là, c'est présent de façon permanente là, dans la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame. Si vous allez visiter la crypte archéologique, c'est là. C'est aussi présent aux Microfolies, qui sont une initiative du gouvernement qui est géniale, qui permet de... Ils ont négocié avec une douzaine d'institutions culturelles pour avoir les droits digitaux sur des œuvres, avec le Louvre, avec Versailles, avec l'Opéra, etc., pour créer des musées à des endroits où il n'y en a pas. Donc ça devient, dans n'importe quelle ville, village, même s'il n'y a pas de musée à 200 km à la ronde, on peut ouvrir un lieu qui est de la taille d'une salle de classe ou plus grand, dans lequel n'importe qui, les enfants avec leur maîtresse, les enfants avec leurs parents, peuvent venir gratuitement goûter à la culture, même si elle est accessible parfois gratuitement en ligne. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas tellement regarder des expositions sur mon ordinateur. Mais si j'ai un lieu avec un médiateur qui vient m'expliquer. Donc c'est une façon géniale de démocratiser la culture. On a mis Notre-Dame VR au catalogue. On a aussi mis les 3 Discovery Tours, qui sont les modules pédagogiques issus d'Assassin's Creed, et puis un petit logiciel avec les lapins crétins pour apprendre aux enfants à coder. Et puis l'histoire, elle n'est pas finie sur Notre-Dame, parce qu'il y a 1 an et demi, Jean-Jacques Hano est venu voir Ubisoft en disant « Je sais que vous avez un attachement particulier à la cathédrale, moi je développe un film. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il est sorti il y a 3 semaines. Notre-Dame brûle, qui va raconter les secrets de l'incendie. » Finalement, on se dit « Ouais, c'est bon, on l'a tous vécu, l'incendie, on connaît, c'est peut-être pas la peine d'aller au cinéma pour le revoir, c'est quand même pas des images super gaies. Même si on connaît la fin et elle est pas catastrophique, donc ça va. Mais lui, ce qu'il raconte, c'est les secrets. C'est le fait qu'il y avait 2 QG, c'est le fait qu'il y avait 2 couronnes, c'est les Vélib qui ne marchent pas, c'est les embouteillages dans Paris, c'est le gars qui finalement arrive avec la clé et qui a oublié le code secret. Enfin, c'est tous ces détails-là. Et il me dit, est-ce que vous voulez faire un jeu ?
Mais sauf que tout à l'heure, je vous ai expliqué, un jeu, c'est 4 à 5 ans de développement si on veut faire un bon jeu, c'est des budgets énormes. Je dis, non, un jeu, en 1 an et demi, on ne peut pas faire un bon jeu et puis personne n'a envie de faire un mauvais jeu. Je dis, par contre, j'ai une autre idée, on peut faire un escape game. Donc on utilise notre modèle de Notre-Dame qui est déjà en réalité virtuelle et on fait un escape game en réalité virtuelle. Vous allez jouer le rôle des pompiers en collaboratif, donc on est 2 dans l'expérience, on va soulever la couronne d'épines et on va éteindre l'incendie. Les pompiers sont venus tester, donc la jeune femme que vous voyez, c'est une des 4 personnes qui étaient au feu vraiment au tout début de l'incendie. Ils sont venus, nous ont donné des conseils, par exemple, ils nous ont dit mais il y avait de l'eau partout. Donc on a rajouté de l'eau dans l'expérience, parce qu'en fait, ils avaient les pieds dans l'eau partout. Il y avait de la fumée, etc. Donc eux nous ont aidés, Jean-Jacques Hano est venu tester aussi. Et pour vous dire à quel point la réalité, c'est pour tout le monde. Il a 76 ans, je crois. Enfin, la réalité virtuelle, c'est un outil très technologique, mais qui finalement, une fois qu'il est installé, est très intuitif. Je vous montre juste quelques images. Et ça, c'est pas une expérience qui va être jouable à la maison, mais qui va être jouable dans les lieux. Parce qu'on a déjà 3 escape games en réalité virtuelle, un réseau de 600 partenaires dans le monde. Ça va de la Chine aux États-Unis à l'Ukraine. Et donc, c'est opéré par des partenaires, parce que nous, on n'est pas opérateur d'attraction. On ne sait pas vendre des billets, accueillir du public. Nous, on sait vendre des jeux pour des gens qui jouent chez eux. Et ça est lancé à la fin du mois. Et en région parisienne, ça va être par exemple chez Ulycity à la Défense, mais ça va être dans plein de villes, plein d'autres villes en France. Et puis 3e exemple, Lady Sapiens. C'est un documentaire, pas du tout fait par Ubisoft, sur le rôle de la femme dans la préhistoire. En général, dans le monde du documentaire, c'est basé sur des recherches scientifiques qui montrent que la femme dans la préhistoire avait un rôle beaucoup plus important qu'on ne pensait, parce que la préhistoire a été étudiée par des historiens au XIXe siècle qui ont calqué leur vue de la société quand ils ont étudié la préhistoire. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on creuse, que les femmes rapportaient à peu près 70% des ressources du foyer. Comme aujourd'hui, je ne sais pas. Quand on fait un documentaire, on a souvent des scientifiques qui viennent expliquer, mais quand on passe dans la case science grand format le jeudi soir à 20h30, c'est pas hyper sexy de montrer juste des scientifiques ou 3 bouts d'os ou 2 arbres. Et donc France Télé leur a dit ok, super, on fait votre documentaire, mais comment vous allez pouvoir l'illustrer? Parce que on ne peut même pas aller chercher dans l'iconographie. L'iconographie, elle montre des images comme vous voyez là. C'est pas exactement ce qu'on veut montrer sur le rôle de la femme. Et un des co-scénaristes du documentaire, Jacques Malater, avait été conseiller scientifique sur un des jeux d'Ubisoft qui s'appelait Far Cry Primal. Donc si vous pensez qu'Assassin's Creed est un jeu violent, Far Cry est un jeu plus violent, et sur lequel c'est de l'action-aventure. On représente différentes zones. On avait représenté le Montana, et puis là, on avait représenté la préhistoire. Mais comme on travaille à chaque fois avec des historiens, avec des experts pour être au plus proche de la réalité, parce que finalement, on a beau faire du divertissement, c'est dans la réalité qu'on a le plus d'histoire. Si on revient sur Notre-Dame, Jean-Jacques Hano, jamais il aurait imaginé de mettre 4 personnes au feu, dont deux jeunes femmes, 2 jeunes hommes, dont la moitié n'avaient jamais vu le feu. Il n'aurait jamais imaginé qu'il y ait 2 couronnes. Il n'aurait jamais imaginé que le Vélib ne marche pas ou que le gars qui arrive, il ait oublié le code. En fait, la réalité souvent dépasse la fiction en termes de richesse, de personnages et d'histoire. Donc pour nous, c'est hyper intéressant d'aller chercher dans la réalité. Et puis plutôt que d'inventer des mondes, si on peut juste reproduire des mondes qui ont existé, là aussi, on a encore plus de richesse. Et ils ont fait donc leur documentaire qui dure 90 minutes, qui était diffusé fin septembre sur France Télé. Et ils ont filmé à l'intérieur du jeu Far Cry. On a une caméra qui fonctionne un peu comme un drone à l'intérieur d'un monde, mais un monde virtuel. Et on peut filmer ce qu'on veut. Pour de vrai, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai fait que ce deal puisse exister. Je comprends les business models du monde du documentaire. Je m'inscris dedans pour leur vendre les images à un tarif qui est compatible avec leur business model et pas au vrai tarif de fabrication de ces images, parce que ça n'aurait aucun sens.
Et donc, en fait, je mets quand même une valeur, mais qui rentre dans leur économie. Et ceux à qui il faut rendre hommage, c'est les développeurs du jeu, c'est les 1000 personnes qui ont développé Far Cry au Canada. Et puis on s'est dit, ok, ça c'est super, en plus c'est passé sur France Télévisions en septembre, d'habitude ils font à peu près 700 000 spectateurs sur cette case science grand format, là ils ont fait 1,4 million. Donc ils ont fait le double d'habitude, et puis ça a été diffusé à l'international, au Canada le 8 mars, journée de la femme, ça va être diffusé au Japon, etc. Et on s'est dit, ok, c'est immersif, c'est chouette, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'immersion? Le média le plus immersif, c'est la réalité virtuelle. Et là, au lieu de filmer, ce que mon équipe a fait, c'est qu'ils sont allés chercher des éléments dans le jeu, des arbres, des animaux, des personnages. Ils ont pris ces éléments qui sont des éléments en 3D, et à partir de ces éléments, ils ont recréé une expérience où là, vous êtes dans la peau de Lady Sapiens. Et vous vous comportez, c'est une expérience de 12 minutes, et vous vivez la vie de Lady Sapiens. Vous communiquez avec d'autres personnages, sans parler leur langage. Parce que pour le jeu, on avait même, pour le jeu initial, on avait même créé des langues qui auraient pu exister à l'époque de la préhistoire. Vous dessinez dans la grotte, on a tous rêvé d'aller dessiner un mammouth ou imprimer la marque de notre main pour l'éternité dans une grotte. Vous taillez vos silex et puis vous finissez par la chasse au mammouth. Et cette expérience, elle est disponible au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui est une institution scientifique. Donc là, quand on est allé voir Bruno David, le boss du muséum, lui, il a adoré. Il a dit, oh ouais, super. Il est très branché, nouvelle technologie. Et dans cette institution scientifique, il fait rentrer la technologie parce qu'il a aussi compris que par ce biais-là, on arrive à renouveler l'intérêt des publics et attirer des nouveaux publics aussi. Mais son conseiller scientifique, il a dit, ouh là là, la couleur du poil du mammouth, je ne suis pas tout à fait sûre. Et puis la longueur des feuilles là, de l'arbre qui est là, je ne suis pas tout à fait sûre non plus. On dit, bah, ok, enfin, nous on avait aussi des conseillers scientifiques, ça remonte à 40 000 ans, et, comment dire, vous n'êtes pas toujours tous d'accord entre vous. Et il a dit, bon, je suis d'accord, mais alors à ce moment-là, on met en gros, au début de l'expérience, ces images sont tirées du jeu vidéo Far Cry développé par Ubisoft. Je dis, ça me va très bien. Donc au Muséum d'Histoire Naturelle, on est aussi au Paléosite de Saint-Césaire en Charente, un site paléolithique, qui a donc l'expérience VR, qui a une version 12 minutes du documentaire. Et puis ils ont repéré les animaux dans Far Cry. Ils ont dit, waouh, les animaux, ils sont super. Est-ce que vous pourriez aussi nous faire un film pédagogique juste sur les animaux? Alors nous, Ubisoft, on ne sait pas trop faire ça. On fait des jeux pour adultes, on va faire un film pédagogique. Sauf que le réalisateur du docu, il a écrit une petite histoire. Pierrette, qui va chercher des plantes médicinales pour soigner son fils, et au travers de son périple, elle rencontre des animaux. Chaque fois qu'elle rencontre un animal, il y a un zoom avec les informations scientifiques sur l'animal. Et là, on se retrouve avec un dessin animé de qualité CGI, 3D, le genre de truc qui coûterait 100 à 150 000 euros la minute si on partait de zéro. Mais comme on filme à l'intérieur du jeu, ça coûte un petit peu de temps et de valorisation des images, mais on s'en sort pour quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui devient accessible pour un musée. Mes muscles sont tétanisés. Mon sang est glacé. Mais je suis saine et sauve. Le monde des esprits veille sur moi. Les mammouths sont de retour. La steppe s'est montrée généreuse. Ils ont de nouveaux petits. C'est une chance pour la tribu. Ces colosses à longue fourrure sont une promesse de jours meilleurs. Leur viande pourra nous nourrir, leur graisse nous réchauffer, nous éclairer. Et comme nous l'ont transmis les anciens, nous ne chasserons que selon nos besoins. Alors pourquoi on fait tout ça? Au début, je vous ai balancé plein de chiffres énormes. Pourquoi on s'embête à faire ça? En plus, là, je vous parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Alors oui, mon département, c'est un département qui génère un petit peu de business, qui a un EBIT supérieur au groupe, donc tout le monde le laisse tranquille, ça c'est cool. Mais pourquoi on le fait? Alors, on le fait parce qu'il y a cette notion d'intrapreneuriat, en fait, donc l'entrepreneuriat à l'intérieur, pour que tous les salariés, en fait, sentent cette capacité à continuer à inventer des nouvelles choses, à aller explorer des nouveaux domaines. Ça permet aussi, finalement, de proposer des nouveaux challenges à des gens qui, au bout d'un moment, disent ouais, bon, enfin,
j'ai envie de faire autre chose que du jeu vidéo. Ben là, moi, je leur propose de faire autre chose que du jeu vidéo, de s'adresser à des nouveaux publics et puis d'aller explorer aussi des nouvelles technologies. Ubisoft n'avait aucun intérêt à aller faire de la réalité virtuelle dans une voiture. Il y a zéro business là aujourd'hui, on ne va pas faire ça, il n'y a pas de marché. Déjà, la réalité virtuelle à la maison, il n'y a pas encore de marché. Dans une voiture, vous imaginez. Mais sauf qu'en faisant ça, ça nous permet de comprendre comment on va se comporter le cerveau quand lui-même va être en mouvement et qu'on rajoute un casque de réalité virtuelle. Donc c'est des opportunités d'aller creuser de la technologie. Mais si on le fait, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ces équipes à la fois pour choisir leur projet, pour développer, pour explorer des nouvelles technos, prendre des risques et aussi même en termes de marketing, de distribution ou de relations presse, pas obligatoirement se reposer sur les canaux internes. Parce que typiquement, la communication chez Ubisoft, elle s'est parlée à la presse gamer, à la presse jeux vidéo, et elle s'est parlée aux consommateurs de jeux vidéo. Mais quand je lui parle de Notre-Dame, de Lady Sapiens, là, elle sait plus faire. C'est pas leur canaux et c'est pas leur façon d'écrire les communiqués de presse. Donc en fait, je me repose beaucoup sur mes partenaires et puis voilà, on a appris des nouvelles façons de communiquer. Et puis il y a un deuxième effet qui se coule, que vous avez vu avec la pandémie, qui est toute la recherche de sens, la montée en puissance de la prise en compte des critères ESG, à la fois au niveau des financiers, des salariés, des consommateurs, qui regardent ce qu'on fait dans l'environnement, ce qui fait qu'on regarde ce qu'on fait aussi en termes d'impact, etc. Et là, pouvoir proposer des activités qui sont un peu plus orientées tech for good, sur la base de nos marques et de nos expertises, qui donnent du sens, sur lequel on a un impact sur la diffusion de la culture, sur la santé, sur l'éducation, ou même apporter du plaisir aux gens à d'autres endroits. Ça peut contribuer aussi à la fierté de nos salariés. Les gens qui ont développé Far Cry et qui depuis 20 ans font du jeu vidéo, savoir qu'on peut, à partir de ce qu'ils ont fait, faire du film éducatif dans un musée pour des gamins, c'est génial. Savoir qu'ils ont touché, alors que la pub de Far Cry, elle passe pas à la télé parce que c'est un jeu pour les plus de 18 ans, savoir qu'ils étaient en prime time et qu'il y a eu 1,4 million rien qu'en France, c'est génial. Donc, pour continuer à préserver ce sentiment de fierté et d'engagement dont parlait hier Eric aussi, c'est important d'être capable de proposer ça. Et c'est ce qui fait aussi que moi, je peux dire que ça fait 25 ans que je m'amuse et que j'apprends tous les jours dans le jeu vidéo, que je suis assez attachée à cette société et que j'en suis fière, même si je n'avais pas du tout une tête à vendre du jeu vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation. Alors, moi, si vous le permettez, je vais rebondir sur la dernière image que vous nous avez présentée sur le mammouth laineux. Donc, j'aimerais vous parler d'un autre mammouth, qui est celui de notre État, et notamment de notre gouvernement. Donc, vous êtes aussi à l'origine de partenariats publics-privés. Donc, vous savez sans doute qu'à Croissance Plus, nous sommes très attachés à redéfinir le périmètre de l'État régalien. Et nous pensons que pour moderniser notre mammouth, il faut qu'il y ait justement des partenariats vertueux entre des entreprises privées et l'État. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quelle a été la recette pour avoir justement une collaboration fructueuse entre une société privée comme Ubisoft et des pans de notre État ? Alors, je ne sais pas si je remonterai à l'État, même si aujourd'hui, même le président de la République parle du métavers. Vous remarquez que je n'ai pas parlé de métavers, je n'ai pas parlé de NFT, de blockchain. Hein. Je n'ai pas utilisé de buzzword. Mais d'abord, quelque part, le jeu vidéo, c'est de la culture, mais avec une économie qui fonctionne toute seule, sans subvention. Il n'y a pas beaucoup de domaines de la culture qui peuvent fonctionner comme ça. Et ça, je crois que l'État aujourd'hui s'en rend compte. Et puis, quand on travaille avec les musées, avec les institutions, ils voient ce qui se passe chez nous. Ils disent, mais comment ils font? Et puis, ils ont des images chouettes. Et puis après, c'est une question de personnes, comme ça l'est dans du business. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la capacité à les inspirer, à les convaincre, pas arriver avec nos gros sabots, mais plutôt les écouter pour construire ensemble. Et après, là aujourd'hui, moi j'ai un rôle, par ces activités-là, j'ai un rôle qui dépasse un petit peu mes activités au sein d'Ubisoft, où je me retrouve souvent à être l'ambassadrice d'Ubisoft ou du jeu vidéo, effectivement auprès d'institutions, et je travaille beaucoup avec les affaires publiques sur ce sujet, parce que pendant longtemps, ils n'ont pas compris ce qu'on faisait dans le jeu vidéo. Si vous voyez des images de Rainbow Six, vous ne comprenez rien. Enfin, moi, je ne comprends rien.
Alors, je ne suis pas joueuse, donc je ne comprends rien. Mais quand on arrive à leur montrer des choses qu'ils comprennent, alors d'un seul coup, on arrive à les accrocher. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, absolument. Merci de vous présenter brièvement et une question par personne, s'il vous plaît. Bonjour, Thierry Maillet. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Et justement, à la fin, vous avez mentionné le mot métaverse. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez inventé il y a 20 ans ou 30 ans, le métaverse. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles passerelles pour demain vous imaginez entre le jeu vidéo, le métaverse, les NFT, la blockchain? Comment vous percevez ce nouveau monde, si je puis dire? Parce que pour moi, et vu de l'extérieur, j'ai l'impression que vous y êtes déjà. Merci. Ouais. Merci pour votre question. En fait, le métavers, on en parle partout, sauf dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, pour nous, c'est une non-question. Le fait d'avoir des avatars, bah, ça fait partie des jeux vidéo. Le fait d'avoir des mondes persistants, ça existe au moins depuis World of Warcraft, donc au moins depuis 20 ans. Donc des mondes dans lesquels il se passe des choses, même si vous n'y êtes pas. Le fait d'avoir une économie digitale, si vous jouez un peu aux jeux vidéo, bah, vous voyez que vous gagnez des points, vous gagnez donc c'est des monnaies qui ne sont pas de l'euro ou du dollar, mais vous gagnez des choses. Et tout à l'heure, je vous parlais d'économic designer, donc ça, on sait faire aussi. Donc il y a plein de choses qu'on sait déjà faire. On sait faire aussi, nous, des univers virtuels intéressants. Et le problème de ce qu'on voit aujourd'hui dans le métavers, je trouve ça très bien que tout le monde s'y intéresse, que tout le monde fasse des tests. On parlait beaucoup de tests marketing, mais pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle pour que ce soit intéressant et pour que les gens y restent. Donc ça viendra petit à petit. Et peut-être avec des univers façon réalité virtuelle, mais il faut surtout imaginer ce que les gens vont y faire. Et il y aura, on ne sait pas s'il y aura un métavers, s'il y en aura plusieurs. Peut-être qu'on aura un avatar qui pourra se balader entre plusieurs univers, mais qu'on le fera qu'une seule fois. Et puis quand je joue à Assassin's Creed, il aura une capuche, et quand je joue à Lapin Crétin, il aura des oreilles, j'en sais rien. Par contre, notre identité, peut-être qu'on aura à la faire qu'une seule fois. Ce qui est important pour nous et qu'on regarde de près, c'est quand même tout l'aspect blockchain qui vient quelque part asseoir l'économie digitale qu'on a dans les jeux vidéo et qui permettra de reconnaître la valeur qui est créée à l'intérieur des jeux. Le temps passé, les compétences que les gens gagnent ou même leur création et faire que les utilisateurs de jeux vidéo deviennent des créateurs et qui puissent ensuite même monétiser ces créations. Donc nous, on le regarde, mais on en parle moins. Merci. Autre question? Oui. J'ai le micro, ouais, c'est bon. Vous avez presque répondu à ma question. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 gamers à la maison qui ont 28 et 22 ans, qui sont dans ce monde-là. Il y en a un qui est dans la réalité virtuelle, donc j'ai la chance de pouvoir découvrir tout ça de très près. Vous parliez de communauté. Les joueurs, c'est une communauté dont on ne se rend pas compte. Il y a des centaines de millions de joueurs. On prend la dernière qui s'est faite sur Reddit, là, la petite guéguerre là, de la carte où il y a eu 10 millions de joueurs uniques, qui était un truc de fou. Comment vous pourriez intégrer tous ces joueurs-là? Parce que vous êtes 20 000, mais en fin de compte, vous pourriez être 1 million une entreprise d'1 million de personnes. Donc comment vous pourriez imaginer tout ça? Tout à fait. Alors, comme j'ai travaillé avec France Télévisions, Delphine Ernotte faisait un séminaire avec, je sais pas, son top 100, je sais pas quoi, et puis elle voulait inscrire son nouveau mandat sous tout ce qui est la co-création avec le spectateur. Et elle m'a demandé d'intervenir pour expliquer comment nous, on entretient la conversation avec nos joueurs. Et du coup, je me suis posé cette question-là. Et la conclusion de ça, c'est qu'on intègre nos joueurs tellement dans tous nos process, y compris dans la conception. C'est-à-dire quand on conçoit un jeu, on le montre à quelques joueurs pour avoir leur avis. Tout au long du développement, on fait tester et on prend en compte leur avis. On les consulte, parfois on écoute ce qu'ils disent sur les réseaux, donc on analyse tout ce qu'ils disent, ça nous permet d'améliorer nos jeux. Et on va effectivement aller jusqu'à du user-generated content, donc des choses qui sont créées par les joueurs, qui sont réintégrées dans nos jeux, et grâce à la blockchain, on pourra même les rémunérer pour leur création. Là où il faut faire attention, c'est que les joueurs sont des communautés extrêmement engagées, extrêmement vocales. Ils n'aiment pas du tout les buzzwords. Donc typiquement, dans le jeu vidéo, nous, on a fait un test sur du NFT dans Ghost Recon au mois de décembre, et les financiers ont adoré qu'on fasse ça, mais les joueurs n'ont pas adoré du tout, parce qu'ils disent « mais qu'est-ce que vous venez nous embêter ?» Et ça, vous allez rajouter des choses qui font qu'on va payer pour jouer, ça s'appelle le pay to earn. Donc en fait, on va être plus compétent dans un jeu parce qu'on aura mis de l'argent. Et ça, ils détestent. Donc en fait, il faut faire hyper attention aux communautés de joueurs, et
être capable de continuer à communiquer avec eux et les intégrer de plus en plus, oui. Alors, une dernière question. Bonjour, Eric Lemoine, House of Co-Design. J'ai été Game Evangelist chez Apple il y a de nombreuses années. Je rencontrais Yves Guillemot pour pleurer pour avoir des jeux pour le Macintosh à l'époque. Les temps ont changé. Petite question sur le hardware. Les casques de réalité virtuelle, depuis Cryo et Deuxième Monde, on essaye de vendre des casques de réalité virtuelle. À chaque fois, c'est un échec. Tous les 5 ans, on s'y remet. Et il y a quelques minutes, vous avez exprimé l'idée qu'il n'y avait pas de marché aujourd'hui du casque de virtuel à la maison. Est-ce que vous pensez que ça va changer ou pas? Oui, alors quand les casques de réalité virtuelle ont été lancés, les analystes ont fait des prédictions énormes qui ne se sont pas réalisées. Donc nous, on a sorti des jeux parce que je vous expliquais tout à l'heure que dès qu'il y a une innovation technologique, on s'en saisit, on lance des jeux au lancement du hardware. De toute façon, on ne sait pas faire de la R&D pure. Notre façon de faire de la R&D, c'est faire des jeux et les mettre sur le marché. Après, ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, on essaye. Puis au moins, on a comme ça le feedback des communautés. Donc ça prend plus de temps. Mais si vous regardez déjà la différence entre le Quest 2 qui existe aujourd'hui, qui est un casque autonome, et les premiers casques il y a 5 ans, on a déjà une facilité d'utilisation qui est un peu différente. Au départ, je vous rappelle qu'on avait des casques. Donc un Quest 2, ça coûte, je sais pas, 400 € à peu près. Il y a 5 ans, on avait des casques qui étaient à 800 €, mais surtout, il fallait un PC à 2000 € pour le faire tourner et un diplôme d'ingénieur pour le brancher. Aujourd'hui, avec le Quest, c'est déjà un peu mieux. Ça reste lourd. Et maintenant, tout repose sur les fabricants de casques. C'est eux qui sont en train de travailler pour avoir des casques qui, dans le futur, seront peut-être légers comme des lunettes et où on n'aura pas l'impression d'être enfermé dans un gros truc, et peut-être des mix entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc en fait, nous, on est obligé de continuer à investir sur cette techno. Alors on a un peu réduit les budgets, hein, mais on continue à investir parce qu'on est monté dans le train très tôt. Si on descend du train, ça va être difficile d'y remonter, on va perdre toute notre avance. Donc on continue à en faire. On fait des jeux, là on développe du Assassin's Creed sur Quest, du Splinter Cell sur Quest. On fait ces activités dans mon département qui nous permettent aussi de continuer à suivre l'évolution des casques, même si c'est tout petit, c'est pas du gros business. Et puis quand les casques seront vraiment là, il y a Apple qui travaille aussi sur du casque de réalité virtuelle et sur lequel ils ont un peu l'ambition de faire avec le casque qu'ils ont fait avec l'iPhone. Donc peut-être, j'en sais rien. Très bien. Oui, c'est un mix, je crois. Enfin bon. Écoutez, merci beaucoup pour cette vision du présent et du futur. Merci.